L'autre jour, mon producteur m'appelle et il me dit « Karim, ça te dirait de faire une vidéo ?» Je dis « Oui. » Humoristique ? Oui. Et là, il me dit « Pour des laboratoires de recherche fondamentale sur les composants et les lois de l'univers. » C'est-à-dire que l'univers, c'est pas trop mon univers. Hein. Moi, je suis pas très Star Wars. Je connais les personnages principaux, hein, Voldemort, tout ça, mais... Non, mais là, je te parle de physique, d'astrophysique. T'as été ingénieur. Ouais. Ben alors, les trous noirs, les galaxies, la masse, ça te parle? S'il y a un domaine où j'ai pas évolué depuis le CP, c'est bien l'astrophysique. Moi, quand je regarde le ciel, je suis là, ah, la grande ours, elle a une forme de casserole. Et puis je me tais. Bah, parce que c'est beau. Non, parce que j'ai rien à dire. Il faut que je t'avoue une chose. Je n'ai jamais su définir ce que c'est qu'une comète. Non. Une supernova. Non. Particule élémentaire. Non. Une année bissextile. Bon, Karim, il faut que je t'avoue quelque chose. J'ai dit oui pour la vidéo. Et... Karim? Et voilà comment je me retrouve au laboratoire d'excellence Enigmas. Ça va, Marine? Ça va, et toi? Impressionné, mais ça va. Non mais t'inquiète, on est des gens comme tout le monde. J'étudie la théorie de la matière noire, de l'univers primordial et du rayonnement cosmique. Il y a une salle café. Ce matin, j'ai détecté une onde gravitationnelle. Moi, j'ai observé du gaz chaud dans un amas de galaxies. Un peu comme dans une entreprise, tout ce qu'il y a de plus classique, avec ses services. Excusez-moi, je cherche le département particules et matières noires, s'il vous plaît. Alors moi je suis la prépose de neutrinos, matière noire c'est à côté. Particules et matière noire, à votre service? En fait, tous ces chercheurs vont au cœur de la matière pour essayer de comprendre une notion, la masse. Qu'est-ce que la masse? Je dirais tout ce qui est... Oui, la masse c'est ce qui fait tomber, donne de l'inertie. Mais au fond, est-ce que la masse est dans la matière? Bah, elle peut pas être ailleurs. Eh ben si. Mais non. T'es familier avec le boson de Higgs? Familier... Si je zoome dans la matière, les molécules, les atomes, les noyaux, les particules, tu me suis? En fait, en 1964, des chercheurs ont émis l'hypothèse que la masse était due à l'interaction des particules entre elles et avec le vide. L'interaction des particules avec le vide. Donc le vide n'est pas vide-vide. Eh ben non. La preuve, il y a ce fameux boson de Higgs, découvert en 2012 au CERN grâce au LHC, l'accélérateur de particules. Le boson de Higgs, c'est ce qui donne une masse aux particules. Et la masse donne des super pouvoirs à la matière. Moi je travaille sur les neutrinos. Les neutrinos il y en a partout. Ils traversent ton corps, les meubles, ils vivent sa vie. Comme un freelance. En quelque sorte. Ils sont difficiles à détecter, ils interagissent presque pas, ils n'ont pas de charge. Pas comme un freelance. C'est la limite de ton modèle. Et donc, un jour, en comptant les neutrinos de type électron en provenance du Soleil, on a remarqué qu'il en manquait. Vous avez bien compté. Oui, et ça collait pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les neutrinos de type électron se sont transformés en neutrinos de type tau et mu. Et là, le compte est bon. Or, seule la masse peut donner ce super pouvoir de transformation. Donc, le neutrino a une masse. Et Hulk a une masse. Pas sûr. Bah si, il est massif, il est capable de se transformer. Oui, mais Hulk, c'est un personnage fictif. Et le neutrino, il existe. Je vois, ouais. Boson de Higgs, neutrino, jusque-là on parle de la bonne vieille matière ordinaire qui ne constitue que 5% de tout l'univers. Non, parce qu'il y a autre chose. 70% de l'univers est constitué de ce qu'on appelle l'énergie noire. Et on va pas en parler parce que ça me fait peur. Et les 25% restants, c'est de la matière noire. On l'appelle matière noire, pas parce qu'elle est noire ou sombre, mais parce qu'elle n'émet pas la lumière. Et où est-ce qu'elle se situe? Partout dans l'univers. On suppose que c'est une particule massive qui interagit très peu avec la matière ordinaire. Exemple réaliste. On suppose qu'on jette une boule de pétanque au milieu de milliards de cochonnets, sans qu'elle n'en touche aucun. C'est criant de réalisme. Alors tu as dit, on suppose que... Oui, on sait que la matière noire existe, mais on ne l'a pas encore identifiée. Dans mon laboratoire souterrain situé au milieu du tunnel de Fréjus, on attend. On attend qu'une particule de matière noire entre en collision avec un noyau d'atomes de gaz de notre détecteur. Et alors, t'as une touche? Ça mord? Pour l'instant, pas trop. Et du coup, comment on sait que la matière noire existe? Par la gravitation. La matière noire, on sait qu'elle existe parce qu'elle a un effet sur son environnement. Genre le mouvement des étoiles dans les galaxies. Ça fait son effet. Et plus généralement, on a besoin de la matière noire pour expliquer l'univers tel qu'il nous apparaît aujourd'hui. Sinon, ça colle pas. Avec les galaxies, les amas de galaxies reliés par des filaments, c'est ce qu'on appelle la toile cosmique. Alors, les masses s'attirent, ok, mais comment? Qu'est-ce qui fait que les masses s'attirent? La masse déforme l'espace-temps. Ça vient de la théorie de la relativité générale d'Einstein. Alors déjà, bonjour. Bonjour! Imagine que le trampoline, ce soit l'espace-temps, et que la boule de pétanque, ce soit un trou noir. Et décidément, vous êtes très pétanque. On est surtout tout ce qui est masse très compacte. De ce fait, le trou noir déforme l'espace-temps. Et si un objet passe à proximité, il sera attiré par le trou noir. Mais alors, moi qui galère à peser un bébé avec un pèse-personne pour adulte, j'ai une question. Comment peut-on mesurer la masse d'un corps qu'on ne voit pas? Justement, grâce aux déformations de l'espace-temps provoquées par exemple par deux trous noirs qui fusionnent, les ondes gravitationnelles. Après, il y a plein de questions. Est-ce que ce sont bien des trous noirs
Comment ils se sont formés? Est-ce que la relativité générale fonctionne? Alors, faut pas me regarder comme ça, moi j'ai pas la réponse. Nous non plus, on n'a pas la réponse à toutes ces questions. Mais ça n'empêche pas de se les poser. On prend la mesure de notre ignorance. Et on ne trouve pas forcément exactement ce qu'on cherchait. Il y a une part de hasard et une forme de liberté que je kiffe. Sérendipité. C'est ça. La recherche fondamentale cherche à repousser les limites de la connaissance. S'il s'agit d'améliorer des technologies existantes, on y arrive. Innovation. Mais c'est pas en améliorant les chevaux qu'on a inventé l'automobile. Progrès. T'as compris, ô toi l'inventeur de ça. Par définition, la plupart des idées sont des échecs. Mais c'est comme de l'art, on a besoin de changer de perspective. Avec éventuellement des retombées, peut-être, un jour. Ils se font une revue d'avancement dans 300-400 ans. Comme disait ce grand physicien Richard Feynman, la science, c'est un peu comme faire l'amour. Parfois, quelque chose d'utile en sort, mais c'est pas la raison pour laquelle on le fait. Si en plus ils se mettent à sortir des punchlines, je fais quoi? Dans ma recherche, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le côté sombre de la matière, mais l'énergie qu'elle me donne pour voir sa lumière. Et poète en plus. Bon bah je vais vous laisser. Quoique non, une dernière question qu'on vous a jamais posée. La recherche fondamentale, à quoi ça sert? Et à tout, hein? À tout.